Chaque jour, des centaines de nouvelles publications scientifiques paraissent et viennent enrichir le socle des connaissances communes du monde entier. Les résultats de ces fameuses publis, comme on les appelle dans le jargon académique, sont souvent méconnus, à l'instar des femmes et des hommes ayant contribué à leur réalisation. Ils et elles sont en doctorat, en postdoc, ingénieurs de recherche, chercheurs, enseignants-chercheurs, et travaillent en collaboration sur des projets parsemés d'embûches et de défis. Cette collection de podcasts vous emmène dans les coulisses des articles scientifiques et au cœur de la recherche. Vous écoutez Une Publi des Humains, un podcast de l'Université de Strasbourg produit par le réseau Alumni. Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns des membres strasbourgeois du consortium Euclide. À l'occasion de la sortie des premières images de ce télescope récemment mis en orbite, ils ont déjà publié plusieurs articles sur l'analyse de ces nouvelles données et les méthodes de détection de plusieurs objets célestes. Des travaux qui nous mettent la tête dans les étoiles et nous ouvriront peut-être la porte des secrets de l'univers. Bonjour, je suis Pierre-Alain Duc. Je suis astrophysicien à l'Observatoire astronomique de Strasbourg, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Observatoire. Bonjour, je suis Karina Vogel. Je suis en ce moment postdoc ici à l'Observatoire astronomique de Strasbourg, postdoc au CNRS, mais à partir de cet automne, je serai enseignante-chercheuse ici à l'Université de Strasbourg. Moi je m'appelle Mathias Urbano, je suis doctorant en astrophysique ici à l'Observatoire astronomique de Strasbourg et dans le cadre de mon travail je fais partie du consortium Euclide qui s'occupe du télescope spatial dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, Euclide est en train de tourner autour d'un point de l'espace qui s'appelle le point de Lagrange. On est à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et il se trouve que c'est là où se trouve un télescope qui a défrayé la chronique il y a quelque temps, le James Webb Space Telescope. Et on est aussi très loin d'un autre télescope qu'on connaît bien, qui est Hubble, qui lui tourne autour de la Terre sur une orbite basse. James Webb et Hubble sont plutôt pilotés par la NASA, tandis que Euclide a été construit principalement par l'Agence spatiale européenne. Hubble, James Webb, ce sont des observatoires, c'est-à-dire que ce sont des équipes plus ou moins grandes qui vont faire des demandes de temps de télescope et vont vouloir après étudier des sujets très différents. Par exemple, pour le James Webb, les premières galaxies, l'atmosphère des exoplanètes. Au contraire, Euclide, lui, mobilise des milliers de chercheurs autour d'un objectif principal qui est lié à des questions de cosmologie. De quoi est composée la matière noire? Qu'est-ce que l'énergie noire? Les gens sont un petit peu habitués à cette superbe image que fait Hubble ou le James Webb. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est que la taille de ces images, elle est toute petite. Dans ce qu'on appelle le champ de vue dans notre jargon est extrêmement faible. Et du coup, ces télescopes, en fait, ils sont très bons pour observer les objets qui sont pas très étendus, un petit peu distants. Mais dès qu'on s'intéresse à l'univers proche, le champ de vue n'est pas suffisamment important. Et donc, on a des vues très, très parcellaires des galaxies les plus proches. Or, Euclide dispose d'un très grand champ de vue. Et en même temps, il a la qualité optique de Hubble. Et donc, il est capable de faire donc des superbes images sur des objets très proches. Donc, du coup, on peut effectivement s'intéresser à des objets qu'on pouvait très difficilement étudier avec Hubble parce que il aurait fallu faire une mosaïque qui prend beaucoup de temps. Euclide, en une seule image, permet de capturer l'ensemble des objets qui nous intéressent. Pour partager ces belles images obtenues avec Euclide, en fait, l'ESA a décidé d'observer des objets proches qui ont été sélectionnés d'abord pour leur esthétique et aussi parce qu'elles avaient un intérêt scientifique. Donc c'est un programme qui s'appelle Early Release Observations, ERO. Les images qui ont été générées dans le cadre de ce programme ont fait l'objet d'études spécifiques et de publications dans des articles qui ont été donc partagés à la communauté en même temps que les premières images d'Euclide. Et plusieurs chercheurs de l'Observatoire astronomique de Strasbourg ont directement contribué
à plusieurs de ces articles. À Strasbourg, on s'intéresse beaucoup aux galaxies et aux objets plus proches que l'intérêt primaire de Euclide. Et en particulier, moi et les autres collègues, on a travaillé sur les amas globulaires. Un amas globulaire, ce sont des centaines, des milliers d'étoiles, jusqu'à 1 million presque, dans un espace très compact. Et il y a beaucoup dans notre Voie lactée. On peut les regarder aussi avec des télescopes amateurs. On voit toutes ces étoiles dans un tout petit espace. Avec Euclid, maintenant, on voit pas juste toutes petites bouts des images comme avec Hubble. Et ça nous donne une vision globale de ces objets. Pour la première fois, on pourrait faire des statistiques sur ces objets qui sont beaucoup plus complets et globales qu'avant avec notre toute petite champ de vue. Et ça, c'est vraiment qui a changé. On a eu ces 2 articles qui ont vraiment montré le pouvoir de cet télescope pour ce type de sciences. Il y a 2 papiers sur les amas globulaires. Un papier qui fait une prédiction pour combien d'amas globulaires on va trouver dans qu'on a tous les données. Et le deuxième article, c'était sur les amas globulaires juste dans notre petit champ, dans les amas des galaxies qui s'appelle Fornax, qu'on a pris maintenant pour le early release, le IRO. Comme a dit Karina, il existe dans l'univers ces objets ronds qui sont composés de milliers, voire de millions d'étoiles, mais il existe aussi des édifices bien plus massifs, donc les galaxies, qui peuvent être composées de plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Il existe une grande énigme en astrophysique en ce moment, c'est que ces galaxies, selon les modèles actuels, sont nées il y a plusieurs milliards d'années et sont nées bien plus petites que ce qu'elles sont actuellement. Donc la grande question, c'est comment elles deviennent aussi grandes et massives. Et donc l'une des réponses, c'est qu'elles ont fusionné entre elles. Dans une fusion qui implique donc 2 galaxies, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont se déformer l'une et l'autre. Ça fait un beau bazar. Et moi, je suis à la recherche dans les données Euclid de ces traces, de ces débris de fusion de galaxies. L'idée, c'est de profiter des incroyables capacités d'Euclid, notamment en termes de détection des objets très faiblement lumineux, pour notre science à nous qui concerne ces objets beaucoup plus proches. Donc ce que j'ai fait, c'est préparer cette science, voir qu'est-ce que peut donner Euclid sur cette première image qui contenait des traces de collision et d'interaction entre les galaxies. Dans ces informations-là que je suis capable d'extraire, eh bien, ça me permet de proposer un scénario possible pour la formation de ces galaxies, pourquoi elles ressemblent à ce qu'elles ressemblent aujourd'hui. Donc, autour des galaxies, donc, on trouve des amas globulaires, on trouve des restes de collision, dont parlait Mathias tout à l'heure. Et il y a aussi une autre catégorie d'objets qui gravitent autour des galaxies, ce sont les galaxies naines satellites. Et l'un des gros apports d'Euclid, c'est de pouvoir recenser toutes ces petites galaxies. Plusieurs articles, en fait, portent sur donc ce recensement de galaxies naines, et on a été fortement impliqué à Strasbourg pour les trouver. Alors, comment on trouve des galaxies naines? Alors, on est parti d'une image traitée par l'un de nos collègues à Paris. Et cette image, dans un premier temps, on l'a explorée à l'œil. Donc, il faut imaginer qu'on se balade à l'intérieur de l'image, sur notre écran. On a ce qu'on appelle un navigateur qui permet de zoomer à l'intérieur de l'image et d'aller chercher ces galaxies naines. Il faut imaginer des petites taches très ténues et on est capable de dire à l'œil si effectivement il s'agit d'une galaxie naine ou est-ce que c'est plutôt une galaxie spirale d'arrière-plan parce qu'on verrait des petites traces de ces spirales. On ne pouvait pas faire ça avant. Avec Euclid, on arrive à les distinguer. Et donc, il a fallu faire tout ce travail avec une petite équipe d'exploration des images, littéralement rester des heures à explorer ces images, à se perdre à l'intérieur de ces images, parce qu'il y a un tel niveau de résolution qu'on peut rentrer à plusieurs niveaux de profondeur, et à un moment, on ne sait plus où on est dans la l'amas de galaxies qui nous intéressait. Et on imagine un groupe de 5-6 personnes qui vont tracer à la main la position et la forme de chacune de ces galaxies. Ça, on en a tracé chacun des milliers. Et après, on a comparé nos résultats. Et on s'est mis d'accord sur une liste finale de galaxies dont on pense que ils ont des bonnes chances d'être des vraies galaxies naines. Et avec ce travail-là, dans l'amas de Persée, on a pu identifier environ 1 millier de galaxies naines. Et sur ce millier, pratiquement 600 sont nouvelles. Ils n'avaient jamais été identifiés jusqu'à présent comme étant des galaxies naines. Peut-être un point sur lequel je voudrais rebondir, c'est que
Euclide amène non seulement des défis scientifiques, mais aussi des défis techniques. C'est-à-dire, par exemple, donc j'ai fait partie de cette équipe de personnes qui ont entouré chaque petite galaxie à la main. Sur cette simple image Euclide, on en aura bientôt des milliers comme ça. C'est impossible de faire ça sur plus de données. Il faut qu'on développe des techniques automatiques pour trouver toutes ces galaxies naines. Aujourd'hui, et à ma connaissance, elles ne sont pas encore tout à fait au point, et donc du coup on a encore du travail à ce niveau. C'est même la même problématique pour les structures de collision de galaxies dont je vous parlais tout à l'heure, mais peut-être que c'est encore plus compliqué même, parce que toutes ces structures ont des formes très très variées. Très probablement, ce seront des outils dits d'intelligence artificielle qui vont permettre de résoudre ce problème. Donc avec les annotations qu'on a fait à l'œil et à la main, on va pouvoir entraîner des algorithmes qui vont après apprendre tout seuls à repérer des galaxies naines ou à repérer des débris de collision. Tout ça c'est très dur, mais en même temps, développer ces outils-là devient complètement inévitable pour la suite du projet Euclide. Pour illustrer cette avalanche de données, on peut revenir sur l'exemple des galaxies naines. Dans toute l'histoire du télescope de Hubble, donc il y a plusieurs décennies, il y a à peu près uniquement une centaine de galaxies naines qui disposaient d'images à haute résolution. Avec Euclide, en une seule image, on en a détecté plus de 1000. Donc on voit tout de suite que la manière dont on va devoir pouvoir étudier tous ces objets sera très différente de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Le plus grand défi, c'est la quantité de données. Euclid va prendre des données pendant 6 ans. En fait, c'était juste un champ de vue. Ça a déjà été beaucoup de travail. Maintenant, on se prépare pour qu'on a tous les données. Mais on est des chercheurs, on va trouver un moyen de gérer. Un autre défi aussi pour nous en tant que chercheurs, c'est de travailler dans une collaboration internationale où il y a plus de 1500 chercheurs. D'autres domaines scientifiques sont habitués, en physique des particules par exemple, mais en astronomie c'est un petit peu nouveau, donc c'est aussi des nouvelles méthodes de travail. Pour moi, Euclide, c'est une révolution en termes de la détection des objets très faiblement lumineux dans l'univers. Pour expliquer un petit peu, quand on regarde l'univers avec nos yeux, eh bien nos yeux sont très petits, alors ils récoltent assez peu de lumière. C'est un petit peu comme si vous essayiez de récolter l'eau de pluie avec un dé à coudre. C'est compliqué. Mais avec un plus gros seau, tout de suite, ça prend plus de sens. Et dans l'histoire de l'astronomie, il y a toujours eu des grands sondages du ciel de référence. On peut penser aux premières plaques photographiques du Digital Sky Survey. Moi, je reste convaincu que Euclide, même s'il n'a pas été fait pour ça, sera le sondage de référence pour des décennies du ciel à très haute résolution. Aucun autre télescope ne sera capable de le faire pendant encore longtemps. Les concepteurs d'Euclide, peut-être, pensent à la cosmologie, rêvent à un prix Nobel en ayant déterminé quelle est l'origine de l'énergie noire. Moi, ce qui m'anime, c'est plutôt cet aspect de disposer d'images dans lesquelles on peut naviguer, on peut se balader, on peut se perdre. Et c'est un peu ce qui m'a toujours attiré vers l'astronomie, ce côté exploratoire, c'est la beauté des images. Et Euclide répond complètement à mon aspiration vers le beau. Techniquement, vous pouvez récupérer sur le site de l'Agence spatiale européenne les premières images d'Euclide et vous balader à l'intérieur comme on l'a fait ces derniers mois. Je dirais même plus, en tant que directeur de l'Observatoire de Strasbourg, sur le site du Centre de données astronomiques de Strasbourg, où ces images sont aussi disponibles. C'était Une Publi des Humains, un podcast de l'Université de Strasbourg produit par le réseau Alumni. Retrouvez-nous sur alumni.unistra.fr.